Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de cette édition spéciale consacrée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'attaque russe en Ukraine nous fait basculer dans un autre monde. Les jours qui viennent diront comment. Ce soir, on va se poser 3 questions. Quel est l'objectif de cette guerre? Comment on sort de cette guerre? Et pour en sortir, comment on discute avec Vladimir Poutine? Patrick Martin-Genian, on vous retrouve, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Merci encore d'être avec nous. Et Marie Mandras, bonsoir. Vous êtes, vous, spécialiste de la politique russe, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Une question revient en permanence. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine? On va réécouter un extrait de son allocution pour annoncer l'invasion de l'Ukraine. C'était hier aux petites heures de la nuit. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des tortures et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine et poursuivrons en justice ceux qui ont commis de nombreux massacres, y compris contre les citoyens russes. Alors, est-ce que c'est la stratégie du fou, cynisme et absence de tout frein moral deviennent la méthode, Marie Mandras? Oui, mais ce qu'il faut simplement, c'est si on souhaite vraiment écouter Vladimir Poutine, c'est renverser son discours. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, on peut le dire sur lui et son régime. Et ça suffit. Il a déjà été un régime de violence extrême pendant la Seconde Guerre en Tchétchénie. En Géorgie, quand il a attaqué la Géorgie en 2008, il a dit que les Géorgiens étaient génocidaires contre le petit peuple ossète, quelques dizaines de milliers de personnes, et en fait c'est lui qui... Et puis en 2014, quand il est entré au Donbass, il a aussi dit que le régime de Kiev était néo-nazi et était en train d'écraser les personnes qui parlent russe dans l'est de l'Ukraine. Mais d'inverser le discours, est-ce que ça suffirait? On a quand même l'impression d'un logiciel bien particulier, celui de Vladimir Poutine. Comment on discute avec lui? C'est pas un logiciel. C'est un homme dont la personnalité s'est profondément détériorée, je crois que ça a été dit plus tôt, et donc ne cherchons pas la rationalité. Enfin, pourquoi sa personnalité s'est détériorée? Qu'est-ce qui l'explique? Vous connaissez des dictateurs qui sont au pouvoir depuis 22 ans, corrompus, isolés dans leur citadelle, et qui ne se préoccupe pas une seconde des 140 millions d'habitants qui vivent chez lui, et qui est entouré d'anciens du KGB et d'anciens du GRU, le renseignement militaire. Si vous aviez regardé lundi soir la scène absolument hallucinante de Poutine avec ses membres du Conseil de sécurité... Tétanisés, c'est-à-dire qu'eux comprenaient ce qui était en train de se passer. Ils savent que le chef a perdu le sens des réalités pour rester dans un régime non psychiatrique. Aucun d'entre eux ne veut cette guerre en Ukraine. Je vous donne un autre exemple qui peut vous montrer à quel point, pas la peine de chercher le logiciel, il faut chercher les émotions, le comportement dérangé, et vous montrer que les élites, même celles qui sont autour de lui, qui ont vraiment profité de ce système un peu gangster, un peu corrompu et de plus en plus terroriste, parce que moi j'appelle ce qui se passe en ce moment en Ukraine du terrorisme, eh bien il a un attaché de presse que j'ai d'ailleurs rencontré, parce qu'à chaque fois que j'ai été invitée à des discussions avec Vladimir Poutine dans les années 2000, c'était son attaché de presse, Dmitri Peskov, qui était le maître de cérémonie, et il l'est toujours aujourd'hui, il ne quitte pas d'une semelle Vladimir Poutine. Eh bien aujourd'hui sur Instagram, son ex-femme et sa fille ont posté un message très critique de la guerre en Ukraine. Donc, ce que je crois qu'il est très important de faire passer comme message, c'est que personne ne soutient cette guerre en Ukraine, qui est totalement insensée et déjà très meurtrière, ni au sein des élites dirigeantes, ni au sein des élites professionnelles, ni au sein de la société, évidemment encore moins dans les familles pauvres, où on envoie les jeunes faire le service militaire et qui peuvent se retrouver dans des combats en Ukraine. Donc vous imaginez que les comités de mères de soldats qui ont été créés en Afghanistan à l'époque soviétique, pour l'Afghanistan à l'époque soviétique, eh bien, ont repris vraiment et sont très très actives. C'est un portrait accablant que vous dressez de Vladimir Poutine. Absolument. Est-ce que côté européen, côté américain, c'est bien compris?
Je ne sais pas si on a bien compris la personnalité de Vladimir Poutine. En tout cas, je pense qu'on a été berné par cette personne. Alors, vous parlez d'un logiciel. Je pense qu'un logiciel qui a bien déraillé. Et parce qu'effectivement, je pense qu'il n'a plus nécessairement tous ses esprits. Je suis très content d'avoir entendu Mme Andras dire ça, parce que beaucoup de personnes me disent, mais attention, Vladimir Poutine a le soutien de la population parce que vous flattez son orgueil nationaliste. Mais, c'est totalement et faux. voilà. C'est du fake news. C'est du fake news. Ouais. Et en plus, le fait, on voit effectivement qu'il y a une structure autour de lui. Ce sont des gens qui vont être frappés au portefeuille par de très dures sanctions, d'ores et déjà. Et si vous touchez effectivement à un régime corrompu directement au portefeuille des gens qui ont profité de cette corruption pendant 20 ans, ça risque de se retourner contre Vladimir Poutine. Et vous le disiez effectivement, lorsqu'on va voir revenir les cercueils, si tant est qu'on va revenir des morts d'Ukraine en Russie, cela risque de se retourner contre lui et ça pourrait le déstabiliser à Moscou. Quel point ? Mais justement, à quel point ? Parce que là, on voit interdiction de manifester. Plus de 1800 manifestants russes qui dénonçaient cette invasion ont été arrêtés selon l'ONU. Quels sont les moyens des Russes ? On voit bien, depuis des années, nous observons à la fois le recours à la violence à l'étranger et en même temps le recours à la violence répressive en Russie. Les deux vont ensemble. Je vous donne aussi un exemple pour comprendre que ce n'est pas tellement un logiciel, mais que c'est un homme qui est en état de haine et de survie. Il est en mode survie depuis 2014, la Crimée, le Donbass, parce qu'il n'attendait pas du tout la réponse par les sanctions. Et le 9 août 2020 a eu lieu cette élection présidentielle, entre guillemets, en Biélorussie. Svetlana Tsikhanouskaya, aujourd'hui la leader de la Biélorusse démocratique, a probablement obtenu les 2/3 des voix, voire plus, et Loukachenko au maximum 15%. Loukachenko, dictateur, se dit élu pour un 6e mandat et arrête des dizaines de milliers de personnes, en torture des centaines, en a toujours en prison des milliers. Ça n'a pas empêché les Biélorusses de manifester pendant plusieurs semaines. Et aujourd'hui, en effet, ils ne peuvent plus sortir dans la rue comme avant. Mais il y a très très peu de Biélorusses en Biélorussie qui veulent conserver le dictateur. 10 jours après, qu'est-ce qui se passe ? Le 20 août 2020, Alexei Navalny, le leader de l'opposition démocratique en Russie, est empoisonné à Tomsk en Sibérie. Je crois qu'il faut, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants à Sciences Po, mon cours de politique extérieure de la Russie, est en partant des causes internes du fonctionnement de ce régime. C'est pour ça que je voudrais aussi dire que Vladimir Poutine n'a pas du tout un romantisme de l'Empire ou de l'URSS. Il ne tient pas et ne peut pas reconquérir d'autres pays. C'est quelqu'un qui détruit, qui casse. Donc l'Ukraine, ce qu'il veut, c'est la détruire, l'aplatir, mais il ne pourra pas la faire rentrer dans une fédération. On va venir aux raisons d'être de cette guerre. Cette question maintenant, quel est l'objectif de cette guerre pour le président ukrainien ? L'objectif russe, c'est de détruire politiquement le pays, on le disait tout à l'heure, mais il dit que c'est en le neutralisant lui. Les précisions d'Oumi Diallo. Mal rasé, le visage marqué, il est presque minuit quand Volodymyr Zelensky prend la parole. L'ennemi m'a désigné comme cible numéro 1. Ma famille est la cible numéro 2. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement en détruisant le chef de l'État. D'acteur comique dans la série Serviteur du peuple, où il incarne un professeur devenu président à président élu. Le voici maintenant chef de guerre, 3 ans seulement après son accession au pouvoir. Un rôle qu'il semblait redouter, comme le montre son discours en forme d'avertissement prononcé devant les Nations Unies en 2019. Aucun de vous ne sera en sécurité tant que la Russie fait la guerre en Ukraine. L'idée selon laquelle cela n'a rien à voir avec vous ou ne menacera jamais vos intérêts pourrait vous être fatale. Les contradictions entre nations et entre États sont encore maintenant résolues, non par les mots, mais par les missiles. Non par la parole, mais par la guerre.
Mais Volodymyr Zelensky croit-il vraiment qu'une attaque russe est possible ? 2 semaines après son discours, 10 000 manifestants protestent contre son projet d'accorder l'autonomie au Donbass séparatiste sans exiger de contrepartie. Lui qui, dans son ancienne émission, se moquait du président russe Vladimir Poutine et de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych, à l'époque trop russophile à son goût. Quand Yanukovych est chassé du pouvoir par la révolution pro-occidentale de 2014, ce dernier déclare être la victime d'un coup d'État comparable à celui des nazis en Allemagne. C'est cet argumentaire que Poutine reprend aujourd'hui pour justifier son intervention militaire en Ukraine. Cerné et isolé, le clown désormais triste continue d'implorer la communauté internationale, espérant un clap de fin au film d'horreur dans lequel son pays a basculé. Si l'objectif c'est de faire tomber Volodymyr Zelensky, c'est pour mettre qui à la place ? Si le pouvoir tombe dans les heures qui viennent, ils vont trouver un homme fantoche qui prendra la tête du gouvernement et qui pourra passer un traité d'amitié et de coopération avec la Grande Russie, qui fera de cet État... L'ancien président... Le Donbass n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine est un pays plus grand que la France, avec plus de 40 millions d'habitants. La population est complètement déterminée à se battre. Je pense que même s'il arrivait à tuer Zelensky et tout son gouvernement et tous les députés, et qui... Honnêtement, je pense qu'on devient trop rationnel. Par exemple, aujourd'hui, Poutine a aussi dit qu'il invitait les militaires ukrainiens à faire un putsch contre Zelensky. Donc, soyons sérieux. Hein, c'est vraiment... Je repose la question. Si Volodymyr Zelensky n'est plus au pouvoir, qui ? Il va installer quelqu'un comme le dictateur. S'il le peut, la junte, les militaires peuvent faire un putsch, installer quelqu'un qui sera au sort. Attendez, il suffit d'avoir la 5e colonne russe, pro-russe, vous arrivez avec quelques militaires, vous faites un putsch. Les militaires ukrainiens, non. Non, mais il installera quelqu'un, il va trouver quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un là-bas dans ce pays. On verra bien. Vous savez, vous dites, il ne faut pas être complètement rationnel. C'est irrationnel, il trouvera quelqu'un pour mettre à la tête de l'État. La difficulté, c'est pas d'installer... C'est ça. Non, mais la difficulté, c'est pas d'installer quelqu'un, c'est de perpétuer un régime qui serait illégitime. Alors justement, que veut faire Poutine ? Surtout, c'est de gouverner le pays. Je veux dire, là, la Russie... Mais pour faire quoi ? Que veut faire Poutine de l'Ukraine ? Est-ce qu'il veut en faire un grenier ou est-ce qu'il veut en faire un grenier démilitarisé ? Mais non, cette histoire de grenier, c'est bizarre. Il l'a déjà fait avec la Tchétchénie, il l'a fait avec la Géorgie, il l'a fait avec le Donbass et la Crimée. Il y a une stratégie qui est très claire pour nous, les bons observateurs de la Russie depuis le début, c'est d'empêcher la démocratisation des 6 pays de l'entre-deux, c'est-à-dire les pays qui sont coincés entre la Russie poutinienne et l'Europe et l'OTAN. Le grand danger pour Poutine, ce ne sont évidemment pas les militaires ukrainiens qui ont jamais tiré un missile sur le territoire russe, mais c'est d'avoir un État de droit démocratique, donc forcément plus proche du monde européen, et qui puisse devenir prospère, souverain, et qui, si tous ces pays, avec la Géorgie, la Moldavie, la Biélorussie, je termine, si tous ces pays deviennent, non pas anti-russes, mais anti-dictature, eh bien, à ce moment-là, pour Vladimir Poutine, la possibilité de rester au pouvoir devient beaucoup plus étroite. Patrick Martin-Genier, je vous laisse répondre et ensuite on va avancer. Non, oui, mais tous les scénarios sont possibles, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il est dans la perspective de détruire ce régime. Donc s'il détruit un régime, il faut bien mettre quelqu'un à la place. Et donc, on verra bien. Il détruit le pays. Il détruit le pays. La difficulté, c'est pas tant de mettre quelqu'un à la tête d'un État qui donnera un État fantoche au service de la Russie, c'est de pouvoir en effet gérer ce pays et surtout de pouvoir contrer la population qui a montré qu'elle avait une capacité de résistance très importante. Dernière question qu'on va se poser ce soir, comment sortir de cette guerre ? Je vous propose d'écouter l'homme qui avait dit non à la guerre en Irak. Pour l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, l'option militaire n'est pas la solution. Nous avons des armes, nous avons des atouts, mais l'escalade militaire n'est pas la solution. C'est le piège dans lequel nous devons enfermer Vladimir Poutine. Nous avons
des décisions à prendre en matière de sanctions économiques et financières, nous pouvons littéralement isoler l'économie russe en quelques heures du reste du monde. Nous pouvons par ailleurs... Il faut le faire, vous dites. Et nous devons le faire de la façon la plus claire. Malheureusement, le peuple russe va en souffrir. Malheureusement, nous en souffrirons aussi. Mais c'est le prix à payer pour confronter Vladimir Poutine à ce qui est son ennemi et ce qui a été l'ennemi de tous les impérialismes, le temps. Une réaction à ce que vient de dire Dominique de Villepin ? Oui, à court terme, dans l'immédiat, ça ne tient pas une seconde. C'est-à-dire que les sanctions, nous en faisons depuis déjà de longues années, on va en faire plus, c'est très important pour semer la discorde et la panique au sein des élites dirigeantes en Russie. On en a parlé tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, il faut faire beaucoup plus. Donc je sais que c'est la ligne de la... Alors il faut faire quoi ? Parce que c'est tout le monde dit qu'il faut en faire plus, mais on fait quoi ? Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Et c'est ce que me demandent les députés ukrainiens auxquels je parle. Et c'est un projet qui commence à avancer, qui va être discuté. C'est de proposer à l'Ukraine un calendrier resserré d'adhésion à l'Union européenne. Puisque l'OTAN est hors jeu pour le moment, puisque nous n'avons pas engagé un processus d'adhésion avec l'OTAN, évidemment en pleine guerre c'est impossible, mais l'Union européenne, d'abord, ça donnera de l'espoir aux 40 millions d'Ukrainiens, ils ont besoin de voir une sortie du tunnel, c'est très important. Deuxièmement, l'Union européenne n'a pas une frontière si raide que cela. Par exemple, si on prend la Moldavie, qui est un pays qui en ce moment devient une base arrière de la guerre, dans le territoire occupé de Transnistrie, eh bien, nous avons beaucoup d'Européens qui ont le passeport roumain, et donc le passeport européen, qui vivent en Moldavie. Donc je crois que pour l'Union européenne, il est vraiment important d'accueillir l'Ukraine et la Moldavie. Je vais vous laisser réagir et je rebondis là-dessus. Est-ce que l'Union européenne veut vraiment de l'Ukraine ? Elle le voulait depuis le début. Alors, non, mais le problème, c'est que si Volodymyr Zelensky est renversé cette nuit, l'Union européenne, c'est terminé aussi. Adieu, tout simplement. C'est ce que ne veut pas non plus Vladimir Poutine. Et le problème, la difficulté, c'est que l'Europe avait passé un accord d'association avec l'Ukraine. Malheureusement, l'Europe, c'est une lourde machine. C'est un navire qui avance très lentement et il fonctionne. Mais malheureusement, c'est trop lourd et c'est trop tard pour faire adhérer tout de suite ce pays à l'Union européenne. Il faudrait accélérer le processus, comme vous dites, en effet. Non, on est en état de guerre. C'est exceptionnel ce qui se passe. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si Volodymyr Zelensky est renversé, c'est fini. Donc il faut sauver Zelensky. Vous avez des contacts avec les députés ukrainiens, c'est ce que vous lui dites, mais est-ce que vous avez des contacts à Bruxelles ? Mais encore à Paris, hier, à la manifestation Place de la République. Là, je vous parle d'autorité politique en Europe. Comment est reçue cette idée au niveau des... Mais très bien, très bien. Le Parlement européen va en discuter mardi. Et ensuite, il faut espérer que cela avance. Enfin, c'est notre responsabilité. Si nous n'arrêtons pas cette destruction, ce massacre, nous n'arrêterons plus jamais Poutine, et c'est la fin de l'Europe aussi. Donc, je pense que là, on est encore, si vous voulez, dans les premières journées où des anciens ministres comme M. de Villepin et d'autres, et même certains de nos députés ne comprennent pas que tout a basculé et qu'il faut simplement voir... Quel calendrier ? Parce que là, concrètement, on est 36 heures après le début de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Il y a des morts. On voit bien que les discussions achoppent. Il y a des bombardements à Kiev. La capitale est bombardée. Là, vous nous parlez d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Immédiatement, là, comment on fait pour resserrer les taux autour de la Russie, pour lui offrir aussi une échappatoire ? Comment on fait pour sortir de cette situation de crise et de guerre ? Comme toujours, il y a plusieurs calendriers, plusieurs temporalités. On vit une crise. Un drame qu'on n'a pas vécu depuis longtemps, depuis les guerres en ex-Yougoslavie des années 90. Donc il ne faut pas sur-rationaliser, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Tout simplement, il faut inventer, il faut faire bouger un petit peu nos lignes et faire aller... Si vous voulez, parce que c'est l'exceptionnalité du moment qui va faire qu'il ne faut pas se sentir coincé. Je vais vous laisser conclure juste d'un petit mot, parce que je pense que vous allez poursuivre la discussion entre vous en plateau. Mais là, on arrive au bout de cette deuxième partie. Aujourd'hui, il n'y a plus de calendrier. Il faut sauver Zelensky, le soldat Zelensky. Et les Ukrainiens. Et Madame dit justement, il faut inventer, il faut innover. Eh bien, innover, on n'a plus d'idée aujourd'hui, si ce n'est que les États-Unis, hors OTAN, pourraient décider comme ça, escalité d'intervenir militairement, mais ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Et c'est la fin de cette deuxième partie de 64 minutes. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier de nous avoir accompagnés depuis le début et merci à vous Marie Mandras d'être venue nous voir. On poursuit.